Et là, on a changé de décor, hein. On est parti dans Tron, dans l'univers du jeu vidéo. C'est la beauté de ce genre de production XR. On change de décor en un clic de bouton. Ça montre aussi ce qui est en train de se passer. Et beaucoup de ces technologies qui nous entourent, notamment tout ce qui est lié à la XR, viennent du jeu vidéo. D'abord, toi qui es un spécialiste du jeu vidéo, qui a été développeur, un peu, tu nous racontes ton parcours. Ouais, alors disons que moi je viens du cinéma à l'origine et j'ai été game designer donc chez Ubisoft qu'on a mentionné pour travailler sur un jeu qui s'appelle 13, donc qui est une adaptation de la bande dessinée franco-belge en jeu vidéo. Donc on voit déjà là les liens qui peuvent se faire entre différents médias. Et c'est un peu ce qu'on peut considérer que le jeu vidéo, c'est comme un modèle, et ça a été un modèle pour les arts et médias du XXIe siècle. Donc c'est vraiment ancré aujourd'hui dans toutes les technologies qui se développent. Et ça a été à la base de mes recherches, puisqu'aujourd'hui je suis professeur des universités. J'ai fait la première thèse en France sur les jeux vidéo, en considérant que justement les jeux vidéo allaient nous permettre de comprendre des logiques qui sont aujourd'hui globalisées, en termes culturels, en termes artistiques, en termes socio-économiques. Donc c'est vraiment considérer les jeux vidéo comme un modèle pour penser les nouvelles formes de narration, les nouvelles formes de sociabilité. Et c'est au cœur de mes recherches. Et en ce moment, je travaille sur la façon dont les jeux vidéo permettent aussi de se mettre à la place d'autrui pour comprendre des problématiques de vie, des problématiques quotidiennes à travers un concept de jeu expressif. Oui, on a fait avec le KIF un partenariat formidable avec toutes ces générations qui ont l'habitude d'utiliser tous ces jeux. On a beaucoup réfléchi ensemble à la manière de faire vivre ces générations avec nous. Hein. Et donc toi qui est à la fois un ancien game designer et qui est aujourd'hui un prof, un docteur, comment est-ce que tu vois cette transition? Est-ce que pour eux finalement c'est tout à fait évident, c'est simple? Alors il y a une anecdote que je donne souvent qui est que quand j'ai commencé à enseigner au début des années 2000, je pouvais demander dans une salle, dans un amphi de fac qui n'avait jamais joué aux jeux vidéo. Puis j'avais un tiers, peut-être un peu moins des étudiants et surtout des étudiantes qui levaient la main, voilà, jamais joué à un jeu vidéo. Aujourd'hui, si je posais cette question, ce sera un peu ridicule, c'est comme si je demandais qui n'a jamais vu un film dans sa vie. Et donc on voit bien qu'il y a eu vraiment une transformation des usages du numérique et la porte d'entrée de ces usages se fait aujourd'hui par le jeu. Et je pense vraiment que ça change le rapport que l'on a au numérique, puisque la perception que l'on en a, immédiatement, se fait par un prisme ludique, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'informatique, à la base, c'était considéré comme un outil de travail, etc. Et aujourd'hui, la perception est complètement bouleversée. Et ça a des incidences fortes aussi sur les formes de sociabilité qu'on a par le numérique, sur la façon dont on le considère, sur les perspectives que ça ouvre aussi pour les individus, pour leur culture, etc. Et puis pour le rôle aussi des acteurs, qui ont une grosse responsabilité par rapport à ce que ça permet d'inculquer ou de transmettre comme valeur, comme type d'émotion aux individus. Et je tiens aussi à souligner que si aujourd'hui, toutes ces générations sont joueuses, joueurs, ils n'ont pas forcément les mêmes pratiques en fonction de leur classe socio-professionnelle d'origine, etc. Donc je crois qu'il faut aussi nuancer le rapport qu'on a au numérique pour essayer de comprendre les types de pratiques qu'on peut en avoir, les types d'habitudes. Voilà, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à interroger, également par rapport au type de contenus qui sont pratiqués. Qu'est-ce que vont nous dire ces contenus? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, par le jeu vidéo, et qu'est-ce qui est encore très peu dit du fait des modèles économiques qui sont globalisés, qui empêchent peut-être certains types de voix, certains types de valeurs, certaines visions de minorités de s'exprimer à travers ces Oui, le jeu est quand même dans le divertissement global. Alors, c'est une des caractéristiques de cette industrie, c'est que c'est une industrie qui est fondamentalement globalisée. Et ça, par rapport au cinéma, par rapport à la bande dessinée, ça change énormément de choses. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on voit poindre, notamment dans une scène qu'on appelle la scène du jeu indépendant, des types de contenus qui sont très différents de ce qu'on a pu faire depuis 30-40 ans de façon globale dans ces contenus-là. Et justement, un des objets de mes recherches, c'est de m'interroger sur qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau par le jeu vidéo, comment on peut le dire, comment on peut aborder même des sujets sensibles. Moi, j'ai créé un jeu qui s'appelle Lie in My Heart il y a 2 ans, qui parle de bipolarité, qui parle de suicide, qui parle de rapport de l'enfance au décès, qui est des sujets, quand je dis que je fais ça, on me dit mais c'est pas du jeu. Et justement, moi je me dis, comme le cinéma peut aborder des thématiques sensibles, pourquoi pas le jeu vidéo, et comment
justement, on aborde ça de façon spécifique par ce média. Tu as une collègue de Sciences Po Strasbourg qui a envie de te poser une question. Et justement, à travers ces nouvelles thématiques, est-ce qu'on n'entretient pas un nouveau rapport à l'autre, justement parce qu'on est un avatar, et donc on a peut-être une plus grande liberté d'esprit à travers le jeu? Oui, c'est la façon de se dire, le jeu nous permet de réfléchir, par exemple, aux conséquences de nos actes. Quand on joue, on fait des choix, on a une forme de liberté qui est un peu différente de celle du cinéma, où quand on est spectateur, voilà, on ne peut pas forcément avoir des répercussions de nos actes sur la suite des événements. Et le fait, justement, de mettre le joueur à la place d'autrui pour l'amener à réfléchir aux conséquences de ses actes, par exemple, ou pour avoir une forme d'empathie, peut-être, en se mettant à la place d'autrui, ça change le rapport aussi qu'on peut avoir à certains sujets, à certaines thématiques, et c'est particulièrement stimulant pour essayer d'envisager de nouvelles formes d'histoire, de fiction, de narration. Ou même d'engagement. Ou d'engagement. On a fait ce travail ensemble, on s'était rendu compte que les combattants pour la démocratie à Hong Kong utilisaient le jeu vidéo pour faire passer leurs idées, pour entraîner les mouvements politiques, en fait, qu'on a vu. Donc c'était aussi un outil politique. Le virtuel devient actuel, en fait. En gros, c'est une concrétisation d'engagement. Et en fait, on dit souvent que oui, les avatars, on est plus soi-même, on est moins responsable. Et j'ai l'impression qu'au contraire, d'après ce que vous dites, on pourrait devenir plus responsable de soi-même et de ses actes à travers l'épreuve du jeu. Disons que c'est la réflexion que je mène et que j'essaye de défendre aussi d'une certaine façon. Il faut savoir qu'une des définitions du jeu, mais ça au-delà du numérique, c'est un pédopsychiatre qui le dit, qui s'appelle Winnicott, le jeu ce serait une ère intermédiaire entre le réel et la fiction, et le fantasme. Et c'est ce qui fait du jeu une activité particulièrement stimulante et très importante même pour le développement culturel des individus, de l'enfant, etc. C'est que dans le jeu, on peut tester, s'imaginer des choses, mais en même temps s'identifier. Et vivre à l'intérieur, notamment avec l'immersif, puisqu'on a des émotions. Tout à fait, mais les mettre en rapport avec le réel aussi. Le jeu, ce n'est pas uniquement s'imaginer des choses, c'est aussi les mettre à l'épreuve du réel. Quand on joue, je suis à la fois dans le réel et dans la fiction, et c'est ce qui fait la richesse du jeu en termes d'apprentissage, en termes de projection. Et ce qui n'est d'ailleurs pas propre à l'humanité, puisque le jeu est également pour les animaux, quand ils sont bébés, une expérience du réel. C'est-à-dire que quand on voit effectivement des petits loups, toutes ces images mignonnes, tous les petits chiens, tous les animaux qui existent, sont dans les villes, font une expérience du réel à travers le jeu, avec effectivement ce pas de côté qui est aussi fondateur du théâtre, c'est de dire, dans un certain protocole, ce n'est pas la réalité, mais on fait comme si. Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir ces décalages, qui permet de faire passer des idées, des messages, de l'empathie, et qui est effectivement beaucoup plus large que le jeu vidéo, qui heureusement on reprend les fondamentaux. Mais qui va plus loin aussi, qui démultiplie. Je voudrais que Déborah Papiernik, qui nous rejoint, qui est la directrice du développement d'Ubisoft, nous participe à la discussion en ligne. Bonjour. Bonjour Déborah. Bonjour Déborah. On n'entend pas on n'a pas le retour du son. Le retour son. Elle est peut-être mieux. Ah oui, ça y est. Tu m'entends pas? Oui, bonjour. Ah oui. Ça bien, c'est bon. Tu as un beau fond là. Où es-tu là? Ah, c'est beau. J'ai composé avec ce que j'avais. Donc tu fais la qualité de la connexion est moyenne. Tu es dans le métaverse ça marche. avec un beau fond rose. Beau. Tu es la directrice du développement d'Ubisoft. Tu connais aussi le jeu vidéo depuis, j'allais dire, presque toujours. Comment est-ce que tu entends cette conversation, toi qui es à l'intérieur d'une des plus grandes sociétés globalisées et françaises de jeux vidéo? Alors, moi, je suis directrice du développement de nouvelles activités. Nouvelles activités, pardon. Voilà, mais pas du développement des jeux. Comment est-ce que tu entends... Je développe plutôt des choses au-delà du jeu vidéo, justement. Comment est-ce que tu entends la puissance du jeu vidéo qui est en train d'incarner finalement la nouvelle... Je ne nous entends pas bien. Ouais, il faut qu'on change de système. On va continuer en attendant. Peut-être quelque chose à dire là-dessus. C'est vrai que et un point de réflexion aussi très important, je pense qu'on parle de jeux vidéo aujourd'hui, c'est que le jeu vidéo devient un objet de plus en plus flou et multiforme, puisque le jeu s'est déplacé de la périphérie, on peut dire, du numérique, même en termes économiques, en termes de pratique, à son centre. Et aujourd'hui, il irrigue différentes sphères d'activité. Et ça change tout, en termes de perception du jeu, en termes de mise en application, que ce soit pour le domaine de la santé. Moi, je vois avec mes étudiants, de plus en plus, j'ai ouvert
enfin, avec les collègues de l'Université de Lorraine, on a ouvert un nouveau parcours qui permet d'enseigner des compétences et des connaissances issues du monde du jeu et du jeu vidéo, mais pour des mises en application dans différentes sphères d'activité. On a vu énormément notamment de demandes là-dessus. le CERFAV. Voilà. On a vu une application sur la formation des métiers du verre. On a vu... Que ce soit dans le domaine aujourd'hui de la sécurité, par exemple, on a beaucoup de demandes, dans le domaine de la patrimonialisation des musées, de la santé. Donc ça permet en fait d'avoir des réflexions qui irriguent de nombreux secteurs d'activité. Et réfléchir aux jeux vidéo, c'est aussi réfléchir aujourd'hui, je crois, à des mises en application avec les spécificités du jeu qui peuvent il y avait des modélisations des mouvements. Il y avait tout le travail sur la ludification que tu as fait, tous tes étudiants qui ont un destin extraordinaire parce qu'ils sont à peine rentrés, qu'ils ont déjà des propositions de job. Hein. C'était frappant quand on... C'était un pari et j'avoue que... Il y a combien d'étudiants dans ta... Alors, on a 40 étudiants sur les 2 années. C'est la première chaire de jeux vidéo c'est la première promotion qu'on a ouverte depuis 2 ans, cette formation-là. Oui. Et c'était un pari. On se demandait est-ce qu'il va y avoir des débouchés. Donc c'est l'université de Metz, Nancy-Lorraine qui a été la pionnière. En tout cas, sur l'ouverture, par exemple, on a un Game Lab, qui est un centre vraiment d'analyse et de recherche sur les jeux vidéo, et on a été parmi, un des premiers Game Labs ouverts en France. Toi, tu es le premier doctorant en jeux vidéo. Ah oui, j'ai fait la première thèse en France sur le jeu vidéo, la première habilitation à diriger la recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirige des doctorants qui font des recherches très diverses, par exemple sur la façon dont les jeux vidéo représentent l'histoire, sur la façon dont les jeux vidéo transmettent des valeurs. Voilà. Déborah est revenue avec le son, j'espère. Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu du point de vue justement du développement des autres activités d'Ubisoft, comment est-ce que tu vois cette opportunité, le jeu qui est un peu la matrice finalement de tout ce déploiement que certains appellent le métavers? Alors, pour moi, ça tient à la nature du jeu, le fait que ce soit ce mélange de technologie, d'art, de divertissement, c'est ce qui a été beaucoup dit là, dans l'équipe dans les derniers jours. Ça nous donne une liberté de création, de créativité, et cette liberté, elle est aussi accompagnée par des outils. Le jeu vidéo, il est à la pointe de la technologie, c'est même la technologie qui nous pousse, qui nous fait avancer. Ça lui donne à la fois les outils et la créativité qui fait qu'on peut avancer peut-être un petit peu plus vite que les autres industries et on saisit toutes les opportunités pour avancer. En fait, chez nous, ce n'est pas des menaces. Il y a des industries plus anciennes chez qui les ruptures technologiques peuvent être des menaces. Dans le jeu vidéo, au contraire, toute création techno, qu'elle soit software ou hardware, est une opportunité. Je donne juste 2 exemples. Quand Nintendo a inventé la Wii, nous, on a dû inventer des jeux qui forçaient le joueur à se lever de son canapé. Ça n'existait pas. Quand Apple a popularisé l'écran touch, l'écran tactile, là pareil, il a fallu réinventer les interfaces et puis ça a été des opportunités pour créer des nouvelles façons de jouer. Donc le jeu vidéo, il est mieux positionné en ça que d'autres industries pour aller vers le métaverse et vers d'autres choses. Après, il y a tout l'aspect communauté, évidemment, parce qu'on a la chance d'avoir des communautés extrêmement engagées qui répondent vite en fait, à tout ce qu'on leur propose. Des gens qui sont aussi assez proches de la tech, des gens qui adoptent vite les nouvelles technologies. Et donc, on travaille de plus en plus en partenariat quelque part avec ces communautés. Elles sont de plus en plus impliquées dans le développement. Je sens que tu voulais réagir, Yacine. Non, mais absolument. En fait, ce qui me frappe, c'est vraiment la dimension culturelle. C'est-à-dire c'est ce ferment. D'ailleurs, on dit jouer une pièce de théâtre, jouer un instrument de musique. Et effectivement, ce jeu, c'est vraiment la base de notre expérience du réel et c'est un vecteur culturel. Parce qu'on partage une même réalité à plusieurs. Et en l'occurrence, c'est un monde aujourd'hui extrêmement vaste, une industrie extrêmement vaste. C'est la première industrie culturelle. Hein. Économiquement, oui, c'est plus de 120 milliards de dollars. Et si on ajoute le jeu mobile, je crois que ça fait presque 200 milliards. C'est-à-dire qu'à côté, l'industrie du cinéma et toutes les autres industries sont toutes petites. Et c'est parce que c'est dans la vie, c'est massif. Derrière, ça a permis un développement technique. Comme le rappelait Déborah, c'est une industrie qui invente sa technique. Hier, Marc Petit nous racontait la puissance du jeu vidéo. Avec Gaspard Giroux, tout à l'heure on parlera avec des gens de NVIDIA. Une grande partie de tout ce dont on parle est issue
du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo. Et c'est d'ailleurs un des paradoxes, parce que toi, quand tu rêvais à ce monde à l'époque, personne n'imaginait que ça viendrait du jeu. On utilisait des technologies de jeux vidéo, puisque la 3D temps réel, en fait, qui était vraiment la brique essentielle, c'est-à-dire un univers qui se calcule en temps réel au moment où on est en train de le pratiquer, qui existe depuis la fin des années 90, et également ce qui a permis l'émergence d'autres types de pratiques. Mais effectivement, quand on parle de Unreal, qu'on voit ces plateaux virtuels, ou des moteurs Unity, 3Dverse, ce sont des moteurs qui sont issus du jeu vidéo, mais qui ont effectivement des applications beaucoup plus larges aujourd'hui. Et un impact culturel. Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus pour ouvrir aussi des perspectives, parce que actuellement, une des grandes questions, c'est comment aussi permettre une diversification des cultures pour s'exprimer au sein du jeu vidéo. Je donne juste un exemple. Je faisais une conférence à Salvador de Bahia, au Brésil, qui est une ville qui a une mythologie, des croyances très fascinantes, très diverses. Afro-brésilienne. Voilà, exactement. Et certains concepteurs de jeux indépendants, là-bas, me disaient, mais comment je peux faire un jeu autour de notre imaginaire, autour de nos croyances, autour de notre valeur, et intéresser des personnes en Europe, en Asie, etc. Et je leur disais, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a des franchises, il y a des imaginaires partagés globaux au sein du jeu vidéo qui sont développés. Il y a beaucoup d'heroic fantasy, beaucoup de science-fiction, beaucoup d'univers qui font sens à un niveau global parce qu'ils sont partagés par les industries culturelles de façon massive, mais pour impliquer des joueurs de façon globale dans des univers qui ne font pas forcément sens pour eux, ça pose des tas de questions, et y compris en termes de distribution. On parlait beaucoup de métaverse, etc., de questions de localisation de ces univers par les réglementations. Comment aujourd'hui, dans une industrie où, par exemple, je prends le jeu sur PC, Steam, c'est une des principales plateformes de diffusion, il y a plus de 10 000 jeux qui sortent par an sur Steam, comment on arrive à faire identifier, par exemple, un jeu différent qui va proposer des univers ou des transmissions de messages culturels différents, et ça pose toute la question de la curation, ça pose toute la question de l'identification. En fait, quelles nouvelles communautés de gamers peuvent émerger et exactement, le travail de curation et presque d'acculturation en quelque sorte. Exactement. Le phénomène là-dessus, je pense pouvoir nous en parler, de Roblox, qui est quand même assez impressionnant parce que justement ce sont les joueurs qui créent leur jeu. Est-ce que justement on n'est pas dans cette transition où avec des plateformes de ce type-là, la parole est donnée justement à tout le monde quasiment? Alors, le problème de Roblox, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, mais très peu d'élus, on va dire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, voilà, c'est un peu, c'est toute la complexité. Disons. Il n'y a jamais eu autant de production, par exemple, de jeux vidéo qu'aujourd'hui, parce que tout le monde peut faire son jeu vidéo. Il y a des outils très accessibles pour produire son propre jeu vidéo, et il y a des expérimentations qui sont fascinantes. Toute la question, c'est comment on va identifier, à côté d'acteurs qui ont des millions de forces de frappe pour de la communication publicitaire, des jeux qui parfois sont très intéressants, mais qui font d'autres types de propositions, mais qui ont du mal à émerger. Donc il y a une vraie réflexion aussi sur les acteurs de la distribution, sur les comme le cinéma indépendant. Exactement. Les festivals. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça pose des tas de questions, y compris dans l'ancrage, par exemple, local des acteurs et leur identification sur les réseaux de distribution. Mais bon, là, il y a tout à inventer. C'était vraiment pour dresser des perspectives, puisque je me souviens que ces étudiants avaient trouvé la fabrication de jeux vidéo narratifs à Madagascar. Exactement. Et donc on était resté vraiment stupéfait quand on avait fait la Game Jam de voir qu'il y avait des développeurs de jeux vidéo à Madagascar. Tout le continent africain, on entend beaucoup parler de jeux venant d'Asie, la Corée, le Japon, ou des jeux américains, nord-américains, européens. Mais il y a encore de nombreux pays qui n'ont pas voix au chapitre sur la production de ce domaine qui est pourtant globalisé et, comme je dis, qui est de plus en plus central dans la relation des individus au numérique. Donc c'est pas si ouvert que ça alors? Il y a encore des problématiques d'ouverture qu'il faut essayer de lever. C'est un des prochains verrous, peut-être pour orienter les perspectives d'avenir dans cette industrie, que de favoriser des créations locales qui sont diversifiées. Quel est ton point de vue sur ces questions, Déborah? Alors nous, ça fait plus de 30 ans qu'on développe à l'international et on a été parmi les premiers à développer au Canada ou en Chine. Aujourd'hui, on est aussi aux Philippines, on est dans plein de pays. Pour nous, c'est important d'avoir cette diversité culturelle au sein de la création.
Il y a des pays où c'est plus facile que d'autres parce qu'ils ont aussi les formations. Donc il faut quand même des très très bons artistes, des très très bons ingénieurs, des très très bons scénaristes pour faire du jeu vidéo. Il y a des pays qui ont plus de formation que d'autres. Par contre, au sein de nos équipes, au sein de nos studios, nous on a plus de 100 nationalités. Donc s'il ne nous est pas possible, nous, d'avoir un studio, je sais pas, on parlait du Nigeria, par contre, ça n'empêche qu'on peut avoir des gens qui viennent de ce pays et qui sont dans nos studios parce que ça permettra d'apporter la diversité au sein de la création. Et on sait que des équipes les plus diverses possibles créeront des jeux qui sont aussi de meilleure qualité et qui répondront aux besoins de publics plus larges. Et il y a aussi un phénomène qui est en rapport avec le jeu vidéo, c'est le phénomène des e-sports. Et alors, autant dans le réel, le sport est justement quelque chose de fédérateur parce que non-verbal, international, et le e-sport est aussi un phénomène complètement globalisé et qui a un poids grandissant. Et qui est aussi peut-être une opportunité pour créer du commun autour du jeu et de ce type de pratique. Je te sens sceptique. Disons que c'est vrai qu'on parlait des communautés de joueurs et dans l'e-sport, les communautés sont centrales et à différents niveaux, que ce soit au niveau amateur, au niveau de la professionnalisation. Aujourd'hui, la Corée a été très en avance sur le phénomène e-sport. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi l'e-sport change complètement les logiques par rapport au sport traditionnel du fait de le poids des licences et de la propriété des disciplines, on va dire sportives, liés à certains acteurs qui en dictent les règles. Voilà, pour aller très vite, c'est comme si Nike ou Adidas dictaient le genre de règles et les tournois qu'on avait le droit de mettre en place et pouvaient changer les règles du jeu parce que tout d'un coup, ils avaient un nouveau produit à vendre. Par exemple, Blizzard a un poids énorme dans la façon dont ils vont dicter la diffusion de certaines En fait, ça parties ressemble au sport privé américain. C'est comme des ligues, et simplement elles sont propriétaires. Mais alors, ce qui est fascinant aussi dans les sports en même temps, c'est qu'on voit se développer au niveau local de nombreuses entreprises qui vont faire de l'événementiel autour de ça, qui vont essayer de faire de la médiation auprès de différentes institutions, de villes. Donc c'est un phénomène qui est très complexe et qui nécessite aussi d'avoir un regard un peu nuancé sur le poids des acteurs et sur la réappropriation par la pratique. Donc en fait, le e-sport est déjà dans le métaverse, c'est-à-dire qu'il vient complètement du numérique. Ils se partagent dans un stade en commun, et puis les gens vivent... Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le besoin de se retrouver en local aussi, parce qu'on le voit dans des stades en Corée, immense, par exemple, avec les stades. Oui, où à Paris, il y a eu déjà des très belles manifestations là-dessus, où c'est assez grisant de voir les joueurs être soutenus par toute la foule qui... Voilà. Je vois Déborah qui sourit. Oui, par certains aspects, en fait, l'e-sport, c'est presque le phénomène inverse du métaverse, où au lieu que les gens dans le réel aillent se retrouver dans le virtuel, justement, ils existent dans le virtuel par leur pratique de jeux vidéo, et puis ils vont se retrouver en réel aussi, dans des stades et lors d'événements qui vont mixer du virtuel et du réel. D'ailleurs, tout cet aspect real life, des événements qui peuvent exister dans la vie réelle, il y en a de plus en plus où on utilise le jeu vidéo, mais pour ramener à le réel. Et je vais juste donner un exemple de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, où on a mis dans Assassin's Creed, à un endroit, les joueurs dans le monde se sont rendus compte qu'il y avait un message caché à l'intérieur du jeu. Ils ont réussi à décoder le message dans Assassin's Creed Valhalla. Donc le message codé, ils l'ont décodé, ils se sont rendus compte que ça donnait des coordonnées. Et il y en a un, au bout du monde, qui a dit « Ah, mais en fait, c'est des coordonnées à Paris. » Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Donc, ça se passait sur Reddit. Et en fait, il a dit « Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à Paris et qui peut aller voir ?» Et donc, il y a un joueur qui a dit « Ah bah ouais, je vais regarder. » Et il regarde, il dit « Ah bah tiens, c'est à côté de la basilique Saint-Denis, je vais aller voir, c'est pas très loin de chez moi. » Et il y va, il dit « Mais en fait, c'est vraiment la basilique Saint-Denis. » Donc, il rentre dans la basilique et il finit par trouver une plaque avec... un signe Assassin's Creed, un QR code qui déclenche d'autres choses, etc. Donc on a là quelqu'un au bout du monde qui discute avec quelqu'un qui vraiment à Paris va sur place, et du coup c'est génial, c'est une communauté internationale, c'est un lien avec le réel, voilà, et tout ça, ça apporte aussi. Le mot de la fin de cette partie, Sébastien? Je crois qu'en fait, à l'origine de la culture du jeu vidéo, il y a la culture des hackers.
qui sont vraiment les premiers pionniers du jeu vidéo. Le jeu vidéo est né d'un détournement d'un supercalculateur au MIT, où quelques hackers se sont dit, bah tiens, on va détourner l'usage de supercalculateurs pour en faire autre chose, pour en faire du jeu. Hein, le jeu s'appelait Space War. Et du coup, je crois que cette logique à la fois de la fascination pour la technologie, mais en même temps le détournement, la réappropriation, qui était au cœur de la culture hacker, fait un peu l'ADN de cette industrie et permet aussi d'envisager des surprises en termes de créativité, en termes de culture. Aujourd'hui, c'est un mastodonte économique et je crois qu'il y a toujours cette tension entre volonté de réappropriation et rôle des géants industriels. Une place pour les artistes comme Yacine qui s'engagent. C'est une autre définition du hacker. Hein. On fait exactement la même chose, on se réapproprie des outils, on les détourne et le rapport entre les artistes, les scientifiques ou les ingénieurs, elle est aussi vieille que l'histoire de l'art. Merci beaucoup à toutes et à tous.